Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Manon qui a réalisé ses études en droit et qui a passé le barreau en 2019 à Montréal. Manon est devenue avocate en mai 2020. Aujourd'hui, on va parler du métier d'avocat au Québec, des différences du système juridique québécois et français et de l'intégration sur le marché du travail. Salut Manon et bienvenue sur le podcast. Bonjour Hélène, merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour, moi c'est Manon Estienne. Je viens d'une ville en France, dans le sud-est, Aix-en-Provence, où j'ai quasiment toujours grandi et vécu jusqu'à mes 25 ans à peu près, où j'ai décidé de venir au Canada pour voilà, tenter une aventure, prendre un pari sur ma carrière professionnelle. Et j'ai décidé en fait de venir passer le barreau à Montréal. Donc, je suis arrivée un 31 août 2017 et à ce jour, je suis toujours ici. Ok, donc tu as passé ton barreau. Ça dure combien de temps ? Est-ce que c'est la même chose qu'en France ? Non, pas du tout. Le système du barreau est complètement différent qu'en France. Pour donner un petit comparatif, en France, il faut avoir un minimum de 4 ans de droit, donc un Master 1, pour pouvoir rentrer au CRFPA. Et pouvoir rentrer avant, il faut que tu passes un concours d'entrée. Donc, tu as les écrits. Et si tu réussis les écrits, tu passes ce qu'on appelle l'épreuve du grand oral, qui, de ce que j'ai entendu de certains de mes amis qui l'ont passé, est assez traumatisant en règle générale. Et puis, je te dirais que de mémoire, plus ou moins, la moyenne nationale est de 30% de réussite. Voilà. Donc, et puis, il n'y a qu'un concours à l'année qui est au mois de septembre. Et non, le système est complètement différent. Après, il y a, une fois que tu es rentré, tu as une période de cours alternés avec une pratique dans un cabinet ou autre. Et puis, à la fin, tu as un concours de sortie et tu es officiellement avocat après avoir prêté serment. Donc, je te dis ça en meilleur de mes connaissances parce que moi, je n'ai jamais voulu le passer en France. Donc voilà, mais c'est plus ou moins ce que j'ai en tête pour le barreau en France. Puis je te parle de ça. Peut-être que le système a légèrement changé depuis, mais grosso modo, c'est ça. En comparaison, ici, tu peux passer ton barreau une fois que tu as complété ce qu'on appelle un baccalauréat en droit, ce qui est 3 ans. En règle générale, je te dirais, parce que le système universitaire fonctionne un petit peu différemment ici, dans le sens où tu prends un petit peu le nombre de cours que tu veux par semestre. Donc, tu peux très vite le compléter si tu veux prendre plus de cours, ou tu peux le compléter en 3 ans, et ça correspond à peu près à 4 cours par semestre. 4 ou 5 cours, ça dépend un peu. Donc voilà, donc une fois que tu as complété ton baccalauréat en droit, tu peux rentrer à l'école du barreau. Il n'y a pas de concours d'entrée en tant que tel. Le barreau prend ton dossier, puis t'acceptes ou pas. Et tu as deux façons de passer le barreau. Tu as une première façon qu'on peut dire un peu accélérée. Enfin, accélérée, c'est plus ou moins le parcours normal, je dirais, où c'est 4 mois. Donc, 4 mois où tu as tous les jours cours pendant une demi-journée, donc le matin ou l'après-midi. Et en parallèle, tu as certains projets comme recherche juridique ou plaidoirie ou négociation que tu dois également compléter pour pouvoir en fait te présenter aux examens finaux. Et au bout de ces 4 mois, justement, tu as 2 jours d'examen.
Donc, tu as un jour c'est un QCM avec 4 matières différentes. Et le deuxième jour, c'est plus à développement long où il y a 2 matières. Le système a récemment changé dernièrement, puis j'aurais dû peut-être regarder avant, mais je sais que le système a légèrement changé dernièrement, où tu as plus à avoir, je crois, tu complètes une première partie de cours qui touche à la déontologie, et puis après, à ce moment-là, je crois que tu fais un stage en clinique juridique, puis tu retournes en cours, tu passes l'examen. Je crois que tu retournes un peu en clinique juridique et puis après, tu peux passer ton stage et puis être avocat. Donc, le système a changé, je pense, il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, je ne veux pas te dire de bêtises. Donc, pareil, je pourrais pas t'en donner plus de détails, mais voilà. Mais en tout cas, à mon époque, c'était ça. Soit tu passais donc en 4 mois le système normal, soit tu le passais en 8 mois, puis en fait, tu avais une prépa avant ces 4 mois de barreau. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, les systèmes sont complètement différents, je te dirais, entre le Québec et la France pour ce qui est du barreau en lui-même. Est-ce que tu dois choisir une spécialité à la fin? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Pas à l'école du barreau, parce qu'à l'école du barreau, tu fais vraiment toutes les matières qui risquent de tomber à l'examen. Donc, droit des obligations, procédure civile, droit criminel, droit des affaires, etc., etc. Donc, tu te spécialises pas à ce moment-là. Tu vas te spécialiser plus avant, dans le cadre de ton baccalauréat, à la limite. Ok. Euh, Tu vas te spécialiser aussi, ce qui est très courant, je te dirais peut-être un petit peu plus qu'en France. Les étudiants vont faire tu sais, des stages d'été, par exemple, tu vois, voilà, ou travailler comme adjoint juridique dans un cabinet, puis ils vont essayer d'aller dans des cabinets qui les intéressent, dans des domaines de droit qui les intéressent. C'est plus comme ça, je te dirais que les gens se spécialisent. Comparé en France, tu vas plus te spécialiser donc à partir du master 1, master 2, où là tu vas dire ben, là je veux partir en droit criminel ou là je veux partir en droit civil pur et dur, tu vois. Donc, donc le système pour le coup je trouve un peu différent. Généralement, tu vois, les gens ici font leur baccalauréat, vont faire leur barreau, vont peut-être faire leur stage parce que tu as 3 ans pour compléter leur stage. Certains vont faire leur stage de suite et après faire un master. Et il y en a qui non, vont compléter leur barreau, faire un master et après faire leur stage. Donc, c'est un système qui, je trouve, euh, plus flexible qu'en France. En Ouais. France, c'est voilà, tu suis, voilà, c'est licence, master 1, master 2, barreau, école stage et puis assermentation. Ici, voilà, c'est un peu plus malléable au suivant des projets que tu as envie de faire. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants aussi, pareil, après avoir passé le barreau, ils vont prendre 1 an, puis ils vont faire un projet qui leur tienne à cœur. Je sais pas moi, partir en voyage, tu vois, faire un programme de bénévolat. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus flexible qu'en France et ben, ça a ses avantages aussi. Tu parlais justement de stage. Est-ce qu'on dit l'école quand là où on passe le barreau, c'est une école? Ouais, tu as l'école du barreau, puis après, tu as le barreau du Québec en lui-même, qui est vraiment l'institution qui gère l'ordre professionnel des avocats. Et est-ce qu'il y a des organismes, des assos ou même l'école qui aident à trouver ce fameux stage derrière? Est-ce que c'est difficile de le trouver? Oui, effectivement, tu as l'école du barreau qui reçoit les offres des différents cabinets qui proposent des stages. Puis je pense que le barreau, en plus, exige que ça soit un stage rémunéré à hauteur du salaire minimum, si je te dis pas de bêtises. En dessous de ça, les stages peuvent ne pas être rémunérés, mais le stage pardon, le barreau exige que si tu veux poster une annonce, il faut que tu t'alignes sur un minimum. Je ne sais pas si c'est pas 500 $ la semaine, peut-être que ça varie avec les années. Mais voilà, tu as ça. Tu as aussi les universités qui font des programmes de ce qu'ils appellent la course au stage, où généralement de grands moyens cabinets vont en fait, je pense que c'est 1 à 2 fois par an, mais vont dans les universités et voilà, et c'est souvent des candidats de première ou deuxième année, c'est qui vont faire la course au stage pour obtenir leur stage comme dans 2 ou 3 ans plus tard, tu vois. Donc Ah après avoir complété ouais. leur baccalauréat, après avoir complété le barreau lui-même, tu vois. Donc c'est vrai que c'est là aussi où ça,
change vachement avec nous, parce que nous, ce système-là, enfin moi en tout cas, ça n'existait pas à l'université où j'étais à Aix-Marseille. Puis, je trouve que du coup, ça leur permet aussi de se projeter, de se dire, OK, ben, je vais aller dans tel cabinet, je vais pouvoir faire tel droit. Bon, généralement, la course au stage, c'est quelque chose d'assez compétitif aussi, hein. Les cabinets regardent bien évidemment l'excellence des résultats académiques. La participation aussi de l'élève, justement, est-ce que ben, il a déjà travaillé plus ou moins dans le milieu juridique, ne serait-ce qu'un petit boulot d'été, que ça soit comme assistant, tu sais, genre des choses comme ça. Est-ce qu'il participe à des programmes de bénévolat? Est-ce qu'il participe à des activités au niveau de l'université comme, je sais pas moi, la rédaction du journal de l'université ou, tu vois, ou quelque chose de sportif, une équipe sportive? Tu as vraiment ce côté, je trouve, très américain qu'on a un peu en tête, tu vois, qui existe moins quand même en France, tu vois, parce que les agendas aussi, enfin comment dire, le programme académique est assez dense en France. Tu sais, c'est beaucoup d'heures de cours, alors qu'ici, tu sais, ce qu'on appelle un temps plein à l'université, c'est 4 cours par semestre. Donc en gros, oui, c'est des modules de 3 heures généralement, tu vois. Donc tu as 12 heures de cours. Alors certes, il faut une certaine préparation avant d'aller en cours, etc. Mais ça te laisse justement le temps ben, d'avoir un travail étudiant à côté, d'avoir voilà, un hobby à l'université, que ce soit sportif, journalistique, whatever, whatever. Tu parlais du système américain, j'ai une question qui est un peu bête, mais c'est juste pour ma curiosité personnelle. Est-ce que être avocat, c'est un peu comme dans Suits ou comme How to Get Away with Murder? Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu enjolivé? Ouais, je vais peut-être en étonner plus d'un, mais je déteste Suits. Ou c'est bah, voilà, c'est juste j'aime pas on va dire c'est vraiment trop américanisé. Ouais. Et puis peut-être un peu trop glamour aussi des fois. C'est pas forcément ça, parce que Suits est une série américaine, puis le système américain est quand même différent par rapport à chez nous. Je te dirais que là où ça se ressemble, c'est qu'on doit travailler aussi dur que les acteurs. Mais ouais, si tu as quand même un côté quand même, tu sais, je te dirais valorisant, que tu peux retrouver peut-être un peu, tu sais, dans la série, parce que les gens admirent un petit peu cette profession, mais c'est vrai que, enfin bon, je n'ai pas regardé, j'ai dû regarder, je pense, 2 épisodes de Suits, alors tu sais, je ne veux pas trop m'avancer sur et tirer des conclusions de cette série, mais je pense que ça enlève aussi tout le travail et l'acharnement que tu peux avoir. Tu n'as pas le côté moins glamour du métier qui est aussi ben, tu sais, beaucoup de tensions dans les relations entre collègues, alors pas au sein d'une même entreprise, mais tu sais, avec des avocats adverses, on va dire. Euh, le côté où tu vas à la cour, puis rien se passe comme prévu parce que la cour a perdu ton dossier, parce que tu n'es pas sur le jour-là, parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de juge disponible et que ça fait 4 heures que tu es là, et Oh. que tu es debout depuis 5 heures du matin, que tu en as juste marre et qu'il va falloir expliquer à ton client que ça fait un moment que tu le factures, puis pour rien. Tu sais, gérer aussi le stress, les tensions du client, tu vois. Les clients, généralement, quand ils viennent te voir, tu sais, c'est pas pour des bonnes nouvelles. Donc, t'as déjà entendu, t'as des gens, il faut leur dire, écoutez, c'est comme ça arrive, puis gérer un petit peu, voilà, leur stress, comment tu dis, leurs attentes aussi, parce qu'il y en a qui comptent venir te voir, puis que demain, ça soit réglé, puis non, tu sais, faut les amener un petit peu à la réalité de la chose. Donc voilà, après, tu as le côté un peu plus glamour de plaider, la reconnaissance aussi de tes clients, parce qu'il faut quand même en parler. La reconnaissance, tu vois, de tes supérieurs aussi, qui, mine de rien, est importante. Et puis oui, les soirées que tu peux avoir, que ce soit des galas. Récemment, dans notre bureau, on a eu des galas, tu sais, galas de charité ou quoi, tu sais. Donc oui, tu as un petit peu ce côté voilà, glamour, si je peux dire, entre guillemets. Mais ça reste que c'est une petite partie, je dirais, de notre profession au final. Et est-ce que toi, tu as une spécialité, je sais pas si on dit mot spécialité ou ouais, une expertise particulière? Oui, ben moi je pratique en litige civil et commercial. Donc ça va toucher beaucoup de choses comme le droit des obligations, droit des assurances, droit des copropriétés. Je te dirais que c'est quand même le domaine le
plus vaste dans le code civil en tout cas, peut-être dans le droit de manière générale. Nous, dans notre cabinet, par exemple, on ne fait pas de droit de la famille, droit criminel, qui est, je te dirais, les deux autres gros piliers un petit peu du droit privé, de la pratique en droit privé. Donc voilà, donc ça c'est ma spécialité, même si c'est pas ce dans quoi je m'étais spécialisée en France justement en master. Moi, je suis plutôt de la sphère du droit public, où j'ai plus fait voilà du droit international public, notamment plus axé sur ce qui peut toucher au droit de la guerre, sécurité et défense, tu vois ces questions-là, qui m'intéressent toujours beaucoup, où j'essaye un petit peu voilà, de garder un pied, que ce soit en participant à des séminaires ou l'an dernier, j'ai eu l'occasion d'écrire quelques articles voilà, qui vont toucher le droit international de façon plus globale. Donc voilà, donc c'est aussi possible d'avoir eu des études dans lesquelles on s'est un peu spécialisé, puis au final, dans sa pratique, je te dirais un petit peu se respécialiser également. Tout à l'heure, tu disais que justement entre certains avocats, il y avait une petite tension par rapport aux intérêts que chacun doit respecter, etc. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence au sein du métier d'avocat? Ouais, ouais, complètement. Complètement, je te dirais que ça fait partie, c'est de la profession en tant que telle. On veut exceller, on veut gagner, tu vois, on veut être les meilleurs pour nos clients. Je pense que ça va aussi de pair avec le fait que tu travailles quand même de façon assez intense. Tu sais, la reconnaissance, tu veux l'avoir. Puis je pense que tu peux pas faire ce métier. En tout cas, je pense pas que ça soit le cas en litige civil et commercial. Tu peux pas pratiquer dans cette branche si t'es pas un minimum compétiteur dans la main, tu vois. Parce que tu sais, quand tu arrives en cours, là, tu peux avoir des relations très cordiales avec des confrères, consoeurs, malgré le fait que ça soit un dossier très tendu, que vos clients respectifs se détestent, tu vois. Ça arrive très souvent, mais tu peux avoir des relations très cordiales avec ton confrère, ta consoeur. Et par contre, une fois arrivé en cours, enfin, tu t'es là pour la battre. Tu es là pour abattre ses arguments, tu es là pour plaider ta caisse, te battre pour ça, tu sais. Donc, et oui, il faut que tu aies un petit peu cet esprit, en tout cas, combatif, parce que je te dirais aussi, ça joue avec le fait que ce soit un milieu masculin, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce métier, mais ça reste, tu sais, ça va le côté un peu fighter, tu sais, combatteur, tu vois, genre, c'est un milieu quand même assez masculin, assez vieille école, des fois, tu sais, puis combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur des confrères plus vieux et voilà, il faut que tu arrives à leur faire comprendre que non, ils vont te respecter, tu sais. Et toi, de toute façon, ils peuvent essayer de t'envoyer des petites piques ou quoi, mais tu vas être là pour répondre derrière, tu vois. C'est quoi les principales différences entre le système juridique québécois et le français? C'est une question assez large, mais je pense qu'on peut y répondre quand même de façon concise. Ben déjà, pour commencer, et je te parle du côté civil, tu vois, droit civil, vraiment. Je te parle pas de droit criminel ou d'autres types de droits. Euh, qui eux sont un peu différents. Mais pour ce qui touche au droit civil, le Québec a importé en fait le code napoléonien et a fait quelques adaptations, mais globalement, ça reste du droit français. Donc, je te dirais que là-dedans, pour le coup, par contre, voilà, c'est plus une ressemblance. Là où ça va être plus différent, ça va être vraiment plus dans la procédure. La procédure civile, pour le coup, est plus d'inspiration common law, de droit anglais, beaucoup plus simplifié, beaucoup plus à l'oral, alors qu'en France, c'est énormément d'écrits, ce qui représente un temps énorme pour un avocat, en plus de, tu sais, d'être euh, un impact aussi sur la lenteur du système judiciaire, je pense, tu vois. Il y a d'autres facteurs, hein. Et puis le Québec a une certaine lenteur également au niveau de son système judiciaire, mais je pense que la France subit aussi ça, le fait que la procédure française est beaucoup plus formelle, beaucoup plus à l'écrit. Donc voilà, donc je te dirais que c'est pas mal la grande différence pour ce qui est du droit civil. Après, au niveau, par exemple, du droit criminel, c'est de la common law. C'est vraiment du droit anglais. Ok. Ouais, ouais, ouais.
au niveau, par exemple, du droit constitutionnel, moi qui suis, voilà, qui viens du droit public, etc., ça n'a rien à voir. C'est un État qui va plus s'apparenter à une fédération, tu vois. Donc, la Constitution, comment elle est faite, même je sais pas, le système politique, comment il découle, etc., est, euh, est complètement différent de ce qu'on connaît en France, même par rapport à ce qu'on connaît avec l'Union européenne en tant que telle. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu tu sais, des chocs culturels, si je peux le dire comme ça, au niveau du droit. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait énormément sourire, mais ça, tu sais, le chef de l'État, et c'est j'allais dire le prince Charles, mais non, le roi Charles, du coup, maintenant. Tu sais, c'est des trucs un peu comme ça. euh, Ok. euh, Tu sais, où il y avait toujours une certaine mainmise un petit peu c'est du Royaume-Uni sur le Canada, où, bon, petit à petit, des fois, c'est plus pour l'apparence qu'autre chose, mais c'est resté quand même assez longtemps. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est en 1982 que officiellement le Canada est plus devenu indépendant, on va dire, du Royaume-Uni. Je veux pas trop m'avancer là-dessus, ça remonte à loin les cours, mais voilà, tu te dis, waouh, c'est incroyable qu'un pays qui est souverain comme le Canada, tu sais, a comme chef de l'État, tu sais, on reconnaît la reine, enfin, c'était la reine d'Angleterre à l'époque de mes cours, mais tu sais, genre, un souverain d'un autre État comme étant un de ses représentants. Donc, non, c'est assez particulier, mais écoute, je te dirais que au moins, ça te permet de t'enrichir un petit peu, puis de découvrir d'autres choses, puis aussi de te permettre d'appréhender peut-être un petit peu mieux le fait d'avoir connu des systèmes juridiques différents, tu vois, même politiques différents, ben, ça t'amène une autre vision, ce qui peut pas te faire de mal en règle générale. Et est-ce que tu as dû étudier donc le droit québécois et canadien ou juste québécois ou fédéral? Je suis perdue sur tous les, tu sais, les différents systèmes qu'il y a ici. Ben, c'est ça. Alors, si tu passes l'école, enfin, si tu fais le barreau de Québec, ça va être du droit québécois. Après, tu vas être amené des fois à travailler sur du droit qui est fédéral. C'est des lois qui vont être fédérales, tu vois. Tu sais, j'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, ça va se couper. Puis c'est une loi fédérale qui est prévue. Par exemple, ben, je te donne pour droit des sociétés. Tu as une loi sur les sociétés par action québécoises et tu en as aussi une loi sur les sociétés par action canadiennes. Puis, dépendamment de l'entreprise, quels sont ses besoins, etc., elle va s'incorporer sous une loi ou sous une autre, tu vois. Donc, tu as un peu ces deux systèmes qui vont coexister. Puis, dépendamment à quel type de compagnie, est-ce que c'est une Canada Inc. ou si c'est une Québec Inc., ben, tu vas pas appliquer la même loi, tu vois. Donc, je te dirais que tu jongles un petit peu tu sais, du droit provincial au droit fédéral et surtout dans certains domaines. Je te dirais que moi, je suis moins impactée que d'autres domaines. Comment tu restes tu sais, connecté, informé du contexte juridique local? J'imagine que les lois, ça évolue plus ou moins rapidement. Est-ce que tu as des moyens, je sais pas, est-ce que tu reçois des documents? Est-ce qu'il faut participer à des événements pour tu sais, toujours baigner et rester informé de l'évolution des lois? Tu as quand même pas mal d'outils d'information. Tu sais, t'as un site internet, j'ai pas le terme là, mais c'est une société d'information qui s'appelle Sokige, qui est dédiée vraiment à ça, qui fait des points sur les grosses jurisprudences qui sont sorties un petit peu dans la semaine, ils font des articles également. T'as d'autres, comment dire, canal d'information, pardon. Ça va être même des newsletters du barreau elle-même, tu vois, différentes associations de juristes et d'avocats. Ça va vraiment dépendre. Et puis, dépendamment également de ta spécialité, tu sais, tu vas être adhérent ou membre de telle association ou tel regroupement. Et à ce moment-là, ben, tu vas recevoir justement des informations sur les dernières lois qui sont sorties, etc. Après, tu as aussi de la ressource à l'interne, où nous, on fait ça. Tu as des formations à l'interne, justement, sur les dernières lois importantes qui sont sorties, les derniers changements législatifs. Nous, par exemple, on a eu récemment un changement, il y a eu un gros changement de la procédure en Cour du Québec. En Cour du Québec, c'est le tribunal de droit commun et un tribunal, pardon, de droit commun, puis pour toutes
les litiges qui dépassent pas 85 000. Alors là, maintenant, ça a changé, c'est 100 000, mais entre tel montant et 100 000, tu peux choisir si tu es en cours supérieur. Les règles ont été simplifiées, etc. Enfin, voilà. Donc, par exemple, à l'interne, on a fait une formation à l'interne pour pouvoir se former sur ça. Puis pareil, on a également des articles, tu sais, quand quelqu'un a envie de parler d'un sujet parce qu'il y a eu une jurisprudence récemment ou un changement, on a un blog pour ça sur le site web directement du cabinet. Ok, ouais, en fait, vous êtes tout le temps informé dans le jus de ce qui se passe. Exact, oui, exact. Puis aussi, une des conditions pour exercer, c'est que sur une période de 2 ans, et c'est tous les 2 ans, c'est comme ça, tu dois compléter 30 heures de formation continue. Donc, ça va être des modules, ça va être des séminaires, ça va être écrire des articles, tu vois. Donc, voilà, donc tous les 2 ans, tu as ton compteur qui repart à zéro et tu as tes 2 ans, en fait, pour faire tes 30 heures de formation continue. Je trouve que c'est une super façon, un super moyen de informer des actualités, de l'évolution, parce qu'on sait que ça va vite, donc je trouve que c'est un bon moyen. Toi, t'es arrivé avec un Master 1. Non, je suis arrivée avec 2 Master 2. Je suis arrivée avec 2 Master 2. En fait, pourquoi 2? Parce que j'avais fait mon premier master en droit international public. Donc, j'avais fait un stage. Et en fait, j'avais la possibilité de faire un autre stage au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Et ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais vraiment faire ce stage. C'était une chance pour moi de pouvoir faire ce stage dans ce tribunal onusien. Du coup, je me suis dit, bah, je vais refaire un autre master, parce qu'en plus, j'avais un master avec lequel j'avais hésité avec mon premier Master 2. Et je me suis dit, bah, vas-y, c'est ta chance, parce qu'il fallait que je sois dans le cadre d'un master pour pouvoir faire un stage, pour compléter un autre stage, tout simplement. Donc, je suis arrivée avec 2 masters au Canada. Et est-ce que tu as dû faire une équivalence des diplômes? Oui, 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 effectivement. Comment ça se passe, c'est que tu envoies ton dossier. Donc, la toute première étape dans ce cheminement, ça a été d'envoyer un dossier à l'école du barreau. Donc, ils ont un département dédié aux équivalences. Et puis, ils vont regarder ton dossier, qu'est-ce que tu as complété comme étude, de quel pays tu viens aussi. Donc, tu sais, les Français sont quand même habitués puis c'est dans le sens en plus où nos droits sont quand même relativement proches. Euh, et puis, donc, ils regardent ça, puis ils regardent depuis combien de temps, en fait, tu as fini tes études. Généralement, quand c'est en dessous de 5 ans, que ton dernier diplôme en droit date de moins de 5 ans, tu es quasiment automatiquement accepté. Et une fois que tu es accepté par l'école du barreau, ils vont te donner comment tu dis, les critères, en fait, pour pouvoir vraiment rentrer à l'école du barreau. Donc, comme ils prennent ta candidature sous condition que tu remplisses donc 45 crédits universitaires. Après, la deuxième étape pour ça, ben, c'est de trouver une université ici qui t'accepte pour remplir justement tes crédits universitaires. Donc, 45 crédits universitaires, c'est 15 cours. Parce que chaque cours ça fait 3 crédits universitaires par cours. Donc, j'avais regardé un peu, j'étais entre McGill et l'Université de Montréal. Puis c'est vrai que les gens du barreau m'ont quand même un peu conseillé là-dessus, puis même m'ont recommandé d'aller à l'Université de Montréal. C'était généralement l'université qui préparait la mieux au barreau. Donc derrière, t'envoies ton dossier à l'UDM, enfin à l'université que tu auras choisi, mais moi pour le coup, c'était l'Université de Montréal. Et puis, bah, voilà, c'est le même processus. Ils vont regarder un petit peu ton parcours, tes diplômes. Tu fais vraiment une candidature. Je pense que, ouais, je crois que j'avais dû envoyer des originaux de mes relevés de notes. Puis, tu sais, la fac en France, c'était comme non, on vous en a donné un, on vous en donne plus jamais. J'étais comme non, mais Ah, c'est eux galère. qui me le demandent. Ouais, vas-y, moi je donne les miens, j'en ai plus, donc ça marche pas. Mais ouais, non, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Mais enfin bref. Donc voilà, donc après l'université va accepter ton dossier. Et puis là, tu es officiellement inscrit, donc tu peux passer un petit peu à la troisième étape avant d'arriver, qui est de compléter tes démarches de visa. Parce que tu peux pas obtenir un visa étudiant tant et aussi longtemps que tu n'as pas une inscription confirmée. Puis l'inscription de l'école du barreau est conditionnelle, donc c'est pas une inscription valable. Tu sais,
pour l'immigration. Il faut que tu attendes vraiment l'inscription de ton université, tu vois, la confirmation comme quoi tu es inscrite chez eux et que tu as complété des cours pour pouvoir soumettre ta demande de visa. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ces trois steps, puis tu es obligé de les faire dans l'ordre. Juste avant d'enregistrer, on parlait un petit peu de groupes Facebook, d'entraide, un petit peu dans l'univers du juridique. Est-ce qu'il y a des organismes, je ne sais pas, reconnus ou des assos qui aident un petit peu à s'intégrer, à réseauter dans ton domaine? Ben écoute, dans mon domaine, pas à ma connaissance, pas en tant que nouvel arrivant, en tout cas. Moi, là, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à m'inscrire sur le groupe que je pense tout le monde connaît, les PVTistes à Montréal. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à connaître du monde. À l'époque, je pense que ça se fait plus maintenant, mais le Patrick's Pub organisait des soirées un petit peu pour les nouveaux arrivants. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré vraiment les premières personnes. Et puis je pense que il y en a un que je vois encore toujours, donc c'est assez marrant, tu sais, mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis après aussi ben, à l'université, donc j'étais dans un programme qui s'appelle le certificat en droit, puis c'est le programme par lequel tu passes. En tout cas, quand je l'ai fait, que tu passais pour valider tes équivalences qui étaient imposées par le barreau. Et tu as énormément en fait de nouveaux arrivants. Parce que généralement, les gens qui font un certificat en droit sont soit des personnes comme moi, c'est-à-dire qui veulent faire leur équivalence, soit des personnes qui sont c'est des natifs d'ici, mais qui veulent essayer d'intégrer le baccalauréat en droit par le cheminement du certificat en droit. C'est un processus assez particulier. Je connais juste le principe, que j'en connais pas plus en détail, mais du coup, les classes sont majoritairement composées pardon, de nouvel arrivants. Donc, il y a ça aussi. Donc, voilà, tu repères vite les accents voilà, français ou quoi dedans. Puis, voilà, tu vas commencer un petit peu à parler. Puis là, tu vas un petit peu échanger. Il y en a pour qui, ben, tu sais, vu que les cours, tu les sélectionnes à la carte, tu vois, que tu choisis de faire tel cours, tel semestre ou tel semestre, ben, il y en a où ils avaient déjà complété, tu sais, une année avant, tu vois, donc ils étaient en train de finir quand moi j'ai commencé, par exemple, tu vois. Donc ça a aidé parce que vous pouvez t'expliquer, ben voilà, comment ça va se passer, tu sais, moi ça fait un an là, et puis voilà, vous pouvez te conseiller, que ça soit au niveau des cours, mais au niveau de la vie ici. Sur un plan un peu moins technique, si on parle un peu plus personnel, est-ce que tu as vécu des chocs culturels d'abord sur un plan personnel et ensuite sur un plan professionnel? Oui, oui, je te dirais que oui. Pourtant, je connaissais je connaissais le Québec. J'étais déjà venue plusieurs fois en vacances ici. Mon grand-père avait travaillé ici dans les années 60 à 70, tu sais, avait eu sa nationalité, puis tombé amoureux du Canada. Donc, nous avait amené plusieurs fois ici en vacances depuis que je suis petite. Mais bon, j'étais venue en vacances, généralement 3 semaines, un mois maximum, puis l'été. Donc, c'est pas non plus. Connais un peu, tu sais, genre, mais c'est pas non plus, voilà, c'est différent que d'y vivre au quotidien. Donc, oui, non, forcément, tu as un choc culturel. Je te dirais qu'en règle générale, ces chocs-là ont été plutôt positifs, plutôt, tu sais, agréables, on va dire. Tu sais, la sympathie des gens, quand même, l'ouverture des gens, la facilité des contacts. Tu sais, je te dirais peut-être un des chocs culturels que j'ai eu, c'est à la fac, à l'université ici. C'est l'accessibilité des professeurs. Les professeurs sont là pour t'aider. Tu sais, genre, ils sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, alors qu'en France, si un professeur daigne te dire bonjour, c'est le bout du monde, tu vois. C'est vrai en licence, master 1, ça peut être un peu moins vrai en master 2, mais tu sens quand même qu'il y a un côté accessible que moi, j'ai jamais connu à l'université en France. Ça a été un gros choc, puis une super surprise parce que ben, tu te sens vraiment porté, puis tu as vraiment l'impression que le professeur n'est pas juste là pour donner son cours, il est là pour que tu réussisses, tu vois. Ce qui, je trouve, te donne quand même
un autre état d'esprit quand tu rentres à la faculté. Donc moi, j'en ai usé, abusé de pouvoir aller voir les profs à la fin de cours, poser des questions. euh, Avec toi, hein. euh, ouais, non, franchement, c'est le jour et la nuit. Puis même en classe, tu es quand même moins nombreux. Tu sais, tu vas être 30, 60, 70 en classe, dépendamment le cours, tu vois. Ouais, ça va. Voir que d'être, moi, ma première année d'amphi à Aix-en-Provence, je pense qu'on devait être, je sais pas, 700, 800 d'amphi. Tu sais, Ah ouais, donc, quand même. ouais, 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 tu sais, au point où tu n'as même plus de place ni sur les escaliers, ni à l'intérieur enfin, c'est de l'amphithéâtre, ni même dans le couloir à l'extérieur de l'amphithéâtre, tu vois. Donc, généralement, passer les premiers examens, tu sais, ça va. Tu commences à trouver de la place, mais la première année, c'est hallucinant, je trouve. Donc ouais, ça a été un choc par rapport à ça, mais un choc plutôt agréable. Je sais pas quel autre genre de choc culturel j'ai pu avoir. Ben là, comme ça, c'est vraiment ça qui marque le plus. Au niveau professionnel, ça a été la fluidité à laquelle j'ai réussi à trouver un job étudiant. Alors, j'ai voulu travailler en restauration parce que ben, ici, tu t'es payé au pourboire en restauration. Et quand tu es en visa étudiant, tu es limité à 20 heures de travail par semaine, Ouais. euh, sauf les vacances où tu peux travailler à temps plein. Donc, c'était important pour moi que je trouve quelque chose qui, en 20 heures, me permette d'avoir un salaire d'un temps plein. Et j'avais fait de la restauration en France à côté de mes études. Donc, tu sais, j'y suis allée un petit peu là-dedans. Puis, il fallait que je trouve aussi quelque chose de flexible parce que ben, le certificat en droit, généralement, c'est des cours du soir. C'est des cours de 19 à 22 heures. Donc, il fallait que j'arrive à trouver quelque chose, tu vois, commencer assez tôt le matin pour finir ma journée de travail vers 14, 15 heures, avoir le temps de travailler mes cours avant d'aller en cours à 19 heures, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé du travail assez facilement. Je pense que ça m'a pris même pas une semaine. Ah, C'est genre, c'est ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Puis tu marches aussi beaucoup au porte-à-porte ici, c'est-à-dire tu prends une pile de CV, puis tu passes voir les bars, les restaurants, puis ils sont comme, OK, viens faire un essai demain, tu fais l'affaire, tant mieux, tu fais pas l'affaire, tant pis, ils vont pas te prendre. Mais oui, c'est assez facile, tu vois, c'est beaucoup moins formel. Ben, le marché du travail est beaucoup plus flexible, hein, il y a beaucoup moins de protection comme on peut connaître en France, ce qui fait que ça aide aussi au final. Et la mentalité dans le monde du travail est quand même différente. Donc, euh, donc ouais, donc je te dirais pas mal ça, voilà, la flexibilité du marché du travail, puis l'accessibilité au niveau des professeurs à l'université, ce sont vraiment deux choses qui m'ont beaucoup marqué, tu vois. Après, je te dirais pas que le reste a été des chocs culturels en tant que tel. Tu sais, je pourrais te parler, oui, ben, tu sais, genre de l'alimentation, par exemple. Tu sais, on pourra en parler pendant longtemps, mais je vais pas non plus dire que c'est un choc, tu sais, pas à ce point, quoi, tu vois. une Euh, adaptation, quoi. Exactement, c'est une adaptation. C'est sûr que moi, par exemple, ben, je viens du sud-est de la France, des fruits et légumes, on a la profusion toute l'année. On est aussi, enfin, moi, je suis très dans une agriculture un peu, enfin, sélectionner quelque chose provient d'une agriculture Ouais. locale, Mhm. tu sais, bio et tout. C'est vrai qu'ici, mais alors, c'est la biologique a pas voilà, la fibre ne sonne pas du tout la même chose qu'en France. Tu sais, il n'y a pas le même patrimoine euh, culinaire, même au niveau de l'agriculture. Tu sais, c'est complètement différent. Mais au final, tu sais, tu t'adaptes, puis tu commences un peu à connaître, tu sais, puis tu as quand même en vrai beaucoup de producteurs, tu sais, de petits producteurs ici, tu vois. Il faut juste apprendre à connaître, tu sais, et il faut arrêter en fait de tout le temps faire le comparatif. Oui, bah, c'est sûr, tu sais, genre les fruits et légumes, bah, ils sont meilleurs chez nous, ils sont moins chers chez nous. Bah oui, mais bon, en même temps, tu sais, tu peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Tu sais, faut prendre les choses telles qu'elles sont, puis faire les adaptations que toi tu peux. Tu sais, moi, j'ai appris voilà, comment faire mes courses. C'était par exemple, bah, déjà en France, j'allais pas trop en supermarché, mais là, par exemple, j'y vais quasiment plus. Tu vois, je fais attention, voilà, je suis plus regardante sur la provenance des produits, etc. Tu vois. Oui, tu pourrais parler choc culturel. Non, quand même pas. Oui, il y a une différence culturelle là-dessus. De là à parler de choc. Non, c'est vrai que par contre, on se rend compte de la chance qu'on a en France
d'avoir une richesse culinaire, tu vois, et un patrimoine agricole aussi important. Là, oui, tu dis, ah, bah, c'est vrai qu'on a de la chance et c'est de la chance, en fait, au final, d'avoir grandi avec ça, tu vois. Et c'est drôle ce que tu dis parce que j'en parlais il y a pas plus tard qu'hier avec une amie, mais qui est sans arrêt en train de comparer justement avec la France. Puis au bout d'un moment, tu fais tes calculs, c'est-à-dire quels sont tes objectifs de vie personnelle et professionnelle. Est-ce que voilà, tu veux plus de la culture? Est-ce que tu veux de la gastronomie? Est-ce que tu veux de la protection au niveau du salarié? Enfin bref, ce sera plutôt la France. Mais ici, il y a d'autres choses qui sont quand même très très bien. Donc c'est juste une question de choix. Et ça sert à rien de comparer parce que, enfin, tu peux comparer à l'infini, mais les choses seront toujours différentes, quoi. Donc, faut juste accepter et s'adapter et être ouvert. Exact, tu n'auras jamais le meilleur des deux mondes, c'est pas possible, tu sais, à moins d'avoir un jet privé puis que tu puisses rentrer comme ça te chante, mais en règle générale, je te dirais que cette option n'existe pas et il faut apprendre en fait à savoir exactement, tu sais, à identifier ben, qu'est-ce que tu veux. Moi, en ce moment dans ma vie, tu sais, ce que je veux, c'est ben, la qualité de vie que j'ai ici, tu vois. Ce que je veux, c'est aussi ben, c'est je te dirais la qualité de vie, donc non seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue, comment dire, dans la vie en société en règle générale. Tu sais, il y a un truc qui est agréable ici, c'est que tu n'as pas une tension sociale comme tu peux l'avoir constamment en France. Tu n'as pas un regard qui te pèse sur toi parce que, je sais pas, moi, tu as mal coordonné tes habits aujourd'hui, ou parce que tu es une femme et t'habilles un peu trop court, ou enfin, et ça, chaque fois que je rentre en France, je le ressens d'un coup, cette espèce de regard qui va peser un peu sur toi, ce jugement, puis moi, je suis partie, puis souvent on me dit, mais pourquoi t'es partie? Je dis, parce qu'en France, il n'y a rien qui va et il n'y a rien qui ira si t'écoutes les gens. Voilà. C'est comme ça. De Gaulle disait, la France, c'est un pays qu'on ne peut pas réformer. Bah, tu sais, dès que tu parles un truc, que tu évoques un truc, tu as des manifestations, c'est la grève, c'est le bordel partout. Je ne dis pas que des fois, c'est pas justifié, Non, bien mais sûr. non. Enfin, je veux dire, en septembre, tu as des grèves, à la rentrée, tu as des grèves. Dès qu'ils peuvent te caler une grève. Et puis voilà, c'est toujours super tendu, c'est limite agressif des fois, tu sais, et je trouve Oh. ça mais tellement lourd au final au quotidien. Donc voilà, donc je te dirais aussi, moi sur ça, c'est indéniable. Puis ça, pour le coup, ça a été un autre choc culturel, tu vois, parce que je l'ai vécu du coup au quotidien. Et c'est un super choc culturel pour le coup, tu vois. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Tu vois, ça a vraiment pas de prix. Ne serait-ce que, et encore plus plutôt quand tu es une femme, dans le sens où moi, j'ai jamais eu peur de sortir seule le soir ici. Tu vois, jamais. Alors qu'en France, tu sais, genre, il fait nuit, il est 18h, tu sais, en France, Mm. là, ben, je suis pas sereine. Et ça, ben, je me rends compte que c'est pas normal de ressentir ça, en fait. Tu sais, et nous, on le normalise tellement, même si Ouais. il y a des mouvements comme MeToo, etc., qui, voilà, qui en parlent, mais au final, ça reste normal en France, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des trucs que je porte ici que je porterais pas en France, puis c'est pas des trucs indécents, hein. Mais c'est juste, je me dis, cette robe-là, elle est peut-être un peu trop courte pour la France, tu vois. Et là, je me dis, waouh, waouh, quoi. Genre, j'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, tu vois. Et c'est vraiment depuis que je vis ici que je l'ai réalisé. C'est malheureux, c'est triste, mais sur une note plus positive, c'est quoi ton bilan des... Ça fait 6 ans, c'est ça que tu es là? C'est quoi ton bilan des 6 ans ici à Montréal? Ben écoute, je regrette pas mon choix. Je regrette pas ce choix-là qui a été un choix très difficile à faire. Voilà. C'était quand même m'expatrier, c'était me séparer de ma famille, me séparer de ma famille, de l'endroit où j'ai toujours connu et que j'adore, hein. Je veux dire, je rentre chez moi, j'adore être chez moi. Tu sais, puis ça me manque hein, des fois. Ouais. Euh, euh, L'ambiance tu sais, du sud un peu, tu vois, genre la bonne bouffe, la météo, la mer. Ouais, c'est sûr que ça me manque, tu sais, mes amis, vivre loin de ma famille, ça reste quand même assez difficile. Tu sais, je te dis pas que des fois, j'ai pas un petit coup de mou par rapport à ça. Et non, c'est vrai que ça a été une décision, mais très, très dure. Puis je te dirais que 3 jours avant de partir, je réalisais toujours pas. Vraiment.
Ma mère est venue, j'avais comme pas vidé mes affaires, j'avais même pas fait mes valises. Ça a été comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je suis comme, bah ouais, comme d'hab, je prends l'avion, je fais ma valise 4 heures avant de partir, tu sais. Et puis t'es comme ça, oh, quoi, t'as pas compris en fait. Vraiment, tu sais, je pense que je réalisais pas trop, j'étais un peu comme, ça me paraissait encore loin, tu vois. Et je pense qu'une fois que j'étais dans l'avion, là, j'ai compris. Là, j'ai compris que je venais de prendre une grosse décision dans ma vie, doublée d'un très gros pari, tu sais, parce que je venais ici, j'investissais du temps, j'investissais de l'argent, tu vois, pour faire mes équivalences. Il fallait que je réussisse pour rentrer à l'école du barreau, ou pareil, il fallait que je réinvestisse du temps, de l'argent. Donc, il fallait que ça marche à la fin de la journée, il fallait que j'arrive à faire ce que je voulais. Et non, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que, waouh, attends, est-ce que je fais pas une connerie? C'est pas trop fou ce que je fais, tu vois? D'un coup, j'ai eu comme un peu la pression, tu sais, de me dire, faut que je réussisse. Tu sais, très honnêtement, là, les 2 premières années, ça a été extrêmement intense. Je travaillais énormément. Mes journées commençaient à 5 heures du matin. Je rentrais chez moi, il était comme pratiquement 23 heures. Tu sais, je faisais ça genre quasiment sur une base quotidienne. J'avais pas de samedi, pas de dimanche, très peu de j'avais 10 jours de vacances par an à peu près, parce que le reste du temps, je travaillais pour payer les études. Donc, tu sais, il faut pas être, il faut pas être, tu sais, comment dire, se dire que ça va être facile. Ça reste comme, voilà, ça reste quelque chose, ça reste une aventure, ça reste quelque chose de difficile, ça reste une période où j'ai eu beaucoup de bas. Tu sais, je suis arrivée ici, j'étais seule, je connaissais personne, tu vois. Il a fallu se recréer du contact, se recréer des amis. J'étais comme, tu sais, quand je suis allée à cette première soirée de PVTiste au Saint-Patrick's Pub, j'étais comme, waouh, je suis vraiment en train d'écrire pour, tu sais, sur Facebook pour me faire des amis. Tu sais, ça paraît fou, tu sais, mais tous des trucs, alors que, tu sais, j'avais plein d'amis en France, tu vois. Donc, ce contraste d'un coup, tu sais, ça a marqué vraiment une rupture dans ma vie, tu vois. Et oui, ça a été dur, tu sais, ça a été dur. Il y a eu des moments de doute et puis j'ai toujours dit, écoute, vas-y jusqu'au bout parce que de toute façon, là, pour l'instant, t'as pas le choix. Et puis voilà, et puis non, le barreau a été très, très difficile d'un point de vue mental. Là, ça a été un gros challenge. Il n'a pas fallu lâcher, je me suis pas sentie prête. J'y suis quand même allée et ça a été, c'est très, très stressant. Le rythme est très soutenu à l'école du barreau. Et ouais, non, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, tu vois. Et je me souviendrai, mais toute ma vie, le sentiment que j'ai eu, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai vu les résultats à l'ordinateur, tu sais, genre, Ah t'es tout, ouais. là, t'es comme, là, ce qui est en train de charger sur mon ordinateur, ça a déterminé plein de choses. Et quand j'ai vu que je l'avais eu, je me suis comme effondrée, mais tu sais, ça y est, quoi, genre, j'ai passé Soulagement. voilà, après tout ce temps, tu sais, à travailler sur ce projet, à me donner à fond et tout, ça y est, quoi, c'est le milestone, tu sais. Et après, il y a eu tout le côté aussi de trouver un stage, tu sais, j'avais un peu peur de pas trouver un stage parce que ben, j'étais française, j'avais pas d'expérience dans le milieu juridique ici au Québec, tu vois. Mon anglais était moyen, donc je me suis, voilà, j'avais un peu des craintes, etc. Puis au final, j'ai trouvé mon stage rapidement, tu sais, puis là récemment, j'ai changé pour un plus gros cabinet, tu vois, donc c'était toutes des choses auxquelles je m'attendais pas au final, donc le bilan est très très positif, tu sais, genre si je compare en plus à des avocats qui ont mon âge, tu sais, ou mes années de pratique, tu sais, par rapport à ici, enfin par rapport en France, pardon, je voulais dire, ben, tu sais, ils travaillent aussi fort que moi, mais au niveau des conditions salariales, etc., je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent dire que, tu sais, ils se sentiront aussi bien que moi. Et je connais d'autres avocats français, tu sais, qui ont fait leur barreau également ici, donc qui pratiquent ici, et on tire tous la même conclusion. Tu vois, on tire tous la même conclusion en se disant, ben, tu sais, on pourrait pas espérer gagner autant en France avec 3, 4 ans de barreau, tu vois. Donc, donc voilà, donc non, bilan très positif. Puis je suis très contente, tu vois, dans ma tête, j'étais comme partie pour 5 ans, puis j'allais revenir, puis je suis comme, non, en fait, non. Tu t'es dit ça peut-être pour te faire du bien sur le moment, mais non, non, je regrette pas. Je suis tombée amoureuse de Montréal, c'est une ville géniale. Et puis au final, ben, j'ai beaucoup d'amis français, dont certains amis proches qui sont venus aussi s'établir. Yeah. Donc,
c'est genre une de mes meilleures amies qui a eu une petite fille ici, dont je suis la marraine. Donc, tu sais, c'est. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment une chance. Et puis, non, je suis vraiment contente de vivre à Montréal. Je suis vraiment contente de ça. Tu sais, j'ai l'impression que le droit et enfin, en tout cas, on va dire le barreau et puis l'immigration, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est beaucoup de sacrifices, mais à la fin, les résultats, ils sont tellement genre plaisants et c'est tellement du bonheur et de la joie par rapport à ce que tu aurais pu avoir en France que, ok, tu souffres pendant un certain moment qui dure un peu longtemps quand même, Ouais. mais tu sais pourquoi tu le fais et c'est la persévérance qui, à la fin, tu sais, c'est tellement beau, je trouve, le chemin que tu as fait. Ah, mais c'est ça, il faut persévérer, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui arrivent avec beaucoup d'espoir, puis qui vont déchanter, parce que, puis là, je le vois beaucoup en ce moment, c'est sur les PVTistes qui trouvent pas ce qu'ils veulent, ça fait des mois qu'ils rament. Je veux dire, il faut pas se leurrer là. C'est pas non plus, c'est pas l'Eldorado où demain on va t'engager avec le salaire que tu veux, la position que tu veux, à tes conditions d'ATSA. C'est pas comme ça que ça se passe non plus, tu vois. Moi, j'ai commencé mon stage, tu sais, j'ai dû faire mes preuves quand même. Mon anglais était comme moyen, puis c'était un cabinet pratiquement 90% anglophone, tu vois. Donc, tu sais, au début, on était comme, ok, la petite française là, elle comprend pas trop, tu vois. Et puis je savais qu'au fond de moi, non, j'avais du potentiel, sauf que j'arrivais pas encore à l'exprimer, tu sais. Puis j'étais gênée par mon anglais, j'étais gênée par mon manque d'expérience au Québec, tu vois. Et je l'ai pas lâché. Tu sais, je l'ai pas lâché. Déjà, je me forçais à tout le temps parler anglais, alors que les gens, tu sais, si je parlais français, allaient me comprendre. Tu sais, tout le monde est plus ou moins bilingue ici. Mais non, je me suis forcée à parler anglais, puis j'ai rien lâché. Puis, tu sais, genre, les trucs que je comprenais pas, je bossais 2 fois plus fort pour être sûre que, tu sais, je l'intègre. Enfin, et ça a mis du temps. Et au début, dans mon ancien cabinet, j'étais pas super bien payée non plus, tu vois. Et c'est à force de montrer, tu sais, de montrer que j'en voulais, tu sais, que j'étais capable d'assumer certaines responsabilités. Et puis, tu sais, que je faisais mon travail avec détermination et rigueur. Que là, c'est là où on a commencé à me donner un peu plus, tu vois. Ma première augmentation, ça a été 10 000 $ cash, tu vois. J'en ai eu une autre assez rapidement derrière, tu sais. Donc, mais voilà, pendant un moment, j'ai quand même, j'ai galéré. Et voilà, j'ai dû faire mes preuves aussi, tu vois. Et je te dirais qu'avoir changé pour ce gros cabinet, tu vois, qui commence à avoir une très bonne réputation, qui, tu sais, genre, qui commence un petit peu à taper des coudes avec d'autres grandes firmes, ben, tu sais, c'est un peu une consécration pour moi, c'est une reconnaissance aussi, tu sais, dire, ben, tu sais, en fait, à ta place, là, tu l'as montré, tu sais, si on t'a choisi toi, c'est pas pour rien non plus. Donc, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais tu sais, avec un certain réalisme de me dire, ben, tu sais, genre, t'as quand même travaillé pour ça, quoi. C'est pas arrivé non plus par hasard. Donc, je te dirais que ceux qui vont peut-être nous écouter, tu sais, peut-être que des fois, ça va pas marcher, puis vous allez rentrer en. Tu sais, les gens vont rentrer en France comme en disant, ben non, c'était nul, ou les gens, ils racontent que ben, tu sais, tu peux avoir tout ce que tu veux, puis pas du tout. Non, il y en a pour qui ça va être. Tu sais, ça va être leur destinée de venir ici, puis d'autres non. Et peut-être que ben, justement, ça va leur apprendre certaines choses. Tu sais, ils vont tirer quand même une expérience de leur échec, tu sais, entre guillemets. Mais il reste que oui, ce pays a beaucoup à te offrir, mais tu dois travailler aussi pour. C'était une belle conclusion, je trouve. Merci beaucoup pour ton partage, c'était cool de t'avoir et je pense que ça va pouvoir aider plein de personnes qui se posent des questions, soit sur le domaine, soit sur le métier, soit sur juste ton expat. Donc, merci beaucoup. Ben, écoute, encore merci voilà, pour ton intérêt. Puis ça m'a fait plaisir voilà, de partager un petit peu tout ça. Donc, je serais contente si ça peut aider des gens. Je serais vraiment contente.